Bien, bonjour. Donc, nous allons attaquer le 4e cours. Le temps passe vite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, peut-être pas pour vous. Et aujourd'hui, on va donc discuter d'activation lymphocytaire. Donc, qu'est-ce qui se passe lors des toutes premières étapes qui suivent la rencontre des lymphocytes, essentiellement des lymphocytes T, vous verrez, avec l'antigène. Des étapes initiales très importantes qui déterminent ce qui se passe ensuite en termes de réponse effectrice, qu'on a discuté la dernière fois. Et puis, vous entendrez tout à l'heure un éminent expert du domaine, Bernard Malissen, qui travaille au Centre d'immunologie de Marseille, qui a développé des technologies très sophistiquées, très intéressantes pour étudier en détail les interactions moléculaires, les événements précoces de l'activation des lymphocytes. Donc ce qu'on va étudier, c'est ça. J'ai découpé un morceau d'une diapositive que j'avais déjà présentée. Vous avez à gauche ici 4 des millions de clones de lymphocytes T différents, ou de lymphocytes B d'ailleurs, susceptibles de reconnaître des antigènes différents. Donc il y a un récepteur pour l'antigène distinct, avec une spécificité distincte. Je n'insiste pas là-dessus. Et à un moment donné, dans un organe lymphoïde présenté pour ce qui est des lymphocytes par les cellules dendritiques, je vous renvoie au cours précédent, un lymphocyte va entrer en contact avec un peptide qu'il est susceptible de reconnaître. Donc c'est la petite boule rouge. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est tout ce qui suit à partir de ce moment-là, toutes les étapes d'activation qui vont conduire d'une part à ce qui est indiqué ici, qui est l'expansion, la prolifération des cellules, mais aussi à la détermination des différentes fonctions effectrices dont on a parlé la semaine dernière. Donc il y a beaucoup d'événements qui se passent dans un temps extrêmement court, quelques secondes pour certains de ces événements, comme vous verrez, quelques heures, quelques jours pour ceux qui sont un peu plus distaux. Donc schématiquement, je vous fais un petit plan de ce que je vais vous dire, introduction, ok. On va s'intéresser un moment à partir de travaux publiés récemment que je trouve tout à fait impressionnants sur de quelle manière, quelle quantité d'antigènes il faut pour qu'un lymphocyte s'active et comment ça se passe. Vous allez voir ça avec des données à la fois quantitatives et qualitatives. Ensuite, on discutera ce que j'ai inscrit ici sous le terme de co-stimulation, c'est-à-dire que pour un lymphocyte T, mais c'est encore une fois vrai aussi pour les lymphocytes B, il ne faut pas uniquement qu'il soit mis en jeu un récepteur qui reconnaît un antigène pour que le lymphocyte s'active, donc s'engage dans une réponse immune. Il faut que d'autres molécules membranaires soient également en contact avec leur ligand. Donc on discutera de cela. On discutera de la formation de ce que les immunologistes ont fait en copiant les neurologistes, c'est les neurologues, enfin bref, c'est-à-dire le fait que les lymphocytes établissent une synapse, une connexion cellulaire avec la cellule présentant l'antigène, qui a une organisation anatomique et moléculaire très particulière, et qui s'apparente en partie à ce qui se passe au niveau des contacts dans les synapses entre les axones et les dendrites des neurones, bien qu'il y ait une grande différence naturellement, qui est, comme vous savez, les synapses dans le système nerveux sont des éléments stables au cours du temps, tandis que là, ces synapses vont durer de quelques minutes à quelques jours. Donc ce sont des événements transitoires, mais qui sont absolument indispensables à la mise en jeu d'une réponse immune. On discutera un peu de quelles sont les voies de signalisation. Évidemment, c'est compliqué, ce n'est pas une seule voie linéaire qui fait qu'un lymphocyte s'active. Il y a toute une série de signaux qui coopèrent entre eux, avec des éléments qui sont d'ailleurs loin d'être tous connus. Donc, on évoquera cela et on terminera avec un aspect également d'études plutôt récentes, mais qui est plutôt du bon sens, en l'occurrence, qui est l'adaptation métabolique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un lymphocyte au repos et un lymphocyte en pleine activation sont deux cellules complètement différentes. Une cellule au repos, un lymphocyte au repos, a très peu de besoin d'énergie. Il a juste besoin de survivre, quelques signaux, mais il ne se passe pas grand-chose de façon schématique. Alors qu'un lymphocyte qui s'active, au contraire, est une cellule qui se divise intensément. Et donc si elle se divise intensément, elle a besoin de synthétiser des protéines, des phospholipides pour fabriquer de la membrane. C'est une vraie usine. Hein. Fabriquer de l'ADN, fabriquer des acides ribonucléiques, etc., etc. Donc ça met en jeu toute une source d'énergie et donc une phase d'adaptation entre le repos et l'activation, qui sont à nouveau des signaux qui sont liés à la reconnaissance de l'antigène et aux molécules coactivatrices, et qui est un sujet intéressant. Et je vous montrerai un exemple de pathologie génétique de cette adaptation métabolique, et quelles en sont les conséquences. Donc voilà le menu du jour. Je vous ai au moins déjà vu 3 fois cette diapositive, mais c'est juste pour rappeler le contexte. Un lymphocyte T au repos, qui va s'activer. Incidemment, vous voyez au passage, qui est exact, c'est que son volume va augmenter, ce qui est aussi une adaptation. Ce n'est pas quelque chose de simple, la régulation du volume d'une cellule, mais pour passer de la phase quiescente au repos à la phase effectrice, donc il y a les intermédiaires, et l'intermédiaire essentiel, c'est la présentation d'antigènes par une cellule professionnelle en règle de la présentation d'antigènes, les cellules dendritiques avec cette forme en dendrite, et les événements moléculaires, ici les récepteurs pour l'antigène, et en petit point violet,
une image simplifiée naturellement de coactivation. Donc comment ça se passe la reconnaissance de l'antigène? Le point de départ, très schématiquement, c'est ce qui est indiqué sur cette diapositive. Donc une cellule quiescente, on a la situation d'en haut, et ensuite on va arriver progressivement à la situation d'en bas, et avec des événements supplémentaires un peu plus complexes. Donc prenons les choses en détail. Vous avez ici la double couche lipidique de la membrane extérieure d'un lymphocyte. Donc tout ce qui est en dessous, c'est l'intérieur du lymphocyte T. Et de l'autre côté là-bas, c'est la couche lipidique de la membrane d'une cellule présentant l'antigène. Et tout ce qui est au-dessus, c'est la cellule présentant l'antigène. Donc on en a déjà parlé la dernière fois. À la surface de la cellule présentant l'antigène, il y a les complexes formés par une molécule d'histocompatibilité, en anglais MHC, Major Histocompatibility Complex, classe 1, classe 2, on en a parlé la dernière fois, associé à un peptide, la petite boule bleue dans ce schéma. Évidemment, tout ceci est figuratif et ne correspond pas à une réalité structurale. Et c'est cette petite boule bleue, cette séquence d'acides aminés, que le récepteur T pour l'antigène, qui est ici, là, courbé, couché pour l'instant, il va se redresser ensuite, schématiquement, va être capable de reconnaître en association avec un fragment de molécules d'histocompatibilité. Donc au repos, il y a une certaine distance entre un lymphocyte et une cellule présentant l'antigène, une distance physique, vous voyez qu'il y a un espace entre les deux cellules qui est assez conséquent et qui se définit physiquement pour des raisons évidentes, qui sont que c'est d'abord que les membranes sont chargées négativement, donc se repoussent, donc les cellules n'ont pas tendance à se rapprocher. D'autre part, donc, il y a une série de molécules membranaires qui émergent à la surface, déjà le récepteur T pour l'antigène lui-même, mais aussi ces grands bâtons violets, là, qui sont des molécules, il y en a deux distinctes, en fait, qui sont schématisées par ces grands bâtons, qu'on appelle les molécules de leur en terminologie d'immunologie CD45 et CD43. Ce sont des molécules très grandes, qui sont présentes en très grande quantité à la surface des lymphocytes, qui ont au moins pour CD45 également une fonction enzymatique, mais qui, en étant en grande densité à la surface cellulaire, ne favorisent pas les contacts entre la cellule présentant l'antigène et la cellule qui va s'activer, ce qui est sûrement un moyen d'éviter, en partie au moins, qu'il y ait de temps en temps une activation de façon non spécifique. Ensuite, les choses vont bouger. Comme vous pouvez le voir là, on reviendra plus en détail tout à l'heure sur les événements intermédiaires. Mais vous avez ici deux récepteurs T pour l'antigène. Vous vous souvenez qu'ils sont formés de deux chaînes, dit alpha-bêta habituellement. Mais là, il y en a 2 fois 2, donc ça fait 4, qui se rapprochent. On dira tout à l'heure qu'il y a des clusters qui peuvent aller jusqu'à une centaine de molécules qui s'associent dans une même région membranaire, qui reconnaissent des peptides. Vous voyez, vous pourriez être intrigué par le fait que là, il y a un peptide bleu et un peptide vert, ce qui suggère qu'ils ne reconnaissent pas la même chose, alors que c'est le même récepteur qui est présent évidemment à la surface d'un seul lymphocyte. Un lymphocyte n'est pas bispécifique, trispécifique, etc., etc. On reviendra tout à l'heure sur cette question que vous pouvez considérer comme intrigante. Et donc, mais en tous les cas, il y a à certains stades une formation de dimères de ce type, puis de multimères, qui rapprochent ces récepteurs T d'autres molécules auxquelles ils sont associés dans la membrane, ici au niveau de la membrane, et sous la membrane. Il y a une série de molécules qu'on appelle CD3, qui sont des petits polypeptides, qui jouent un rôle d'intermédiaire entre les événements liés à la reconnaissance de l'antigène et une signalisation sous-jacente dont on discutera tout à l'heure. Vous voyez encore une espèce de petite ellipse bleue pâle, LCK. Cette ellipse bleue pâle LCK, c'est une enzyme, une kinase, qui phosphoryle des résidus de tyrosine de protéines, qui joue un rôle absolument fondamental dans les toutes premières étapes. Vous voyez qu'il y a cette flèche avec un P ici. Ça veut dire que cette enzyme va phosphoryler certaines régions très précises, des séquences très précises de la région intracytoplasmique de plusieurs de ces protéines CD3. On verra tout à l'heure que c'est une des premières étapes d'activation de lymphocytes. Mais ce que vous pouvez voir aussi, c'est que les membranes sont maintenant beaucoup plus proches et que les bâtons violets sont à distance. Il y en a un qui est encore représenté ici, mais en fait, ils sont repoussés. Et il faut que ce repoussement ait lieu à partir des premiers contacts pour que se stabilisent ces contacts et que des signaux d'activation se produisent. Donc c'est schématiquement ce qui se passe. On va détailler ça de façon un tout petit peu plus précise, progressivement, en discutant un certain nombre d'informations. Le premier point que je voudrais discuter avec vous, et qui va peut-être vous étonner, c'est l'extraordinaire sensibilité des lymphocytes dans la reconnaissance de peptides antigéniques. Le message que je vais vous décliner en détail, à partir d'un travail qui a été publié récemment et que je trouve magnifique, c'est le fait qu'un lymphocyte peut être activé en reconnaissant un peptide, une molécule peptidique. Vous voyez le niveau de sensibilité. C'est une information importante, je vais essayer de vous en convaincre ensuite, de voir que c'est exact et que c'est important. Mais fondamentalement, c'est une notion importante parce qu'il faut imaginer un lymphocyte T dans un organe lymphoïde. Il est donc en contact permanent. Vous avez vu des images
dans un des cours, en contact permanent et rapide avec toutes sortes de cellules présentant l'antigène qui présentent des myriades de peptides différents. Donc la probabilité qu'une cellule présentant l'antigène ait à sa surface un nombre conséquent de peptides qui est capable d'être reconnu par un lymphocyte T donné, dans le contexte d'une infection donnée, est très faible. Donc autrement dit, pour que le système fonctionne, il faut faire l'hypothèse, et donc il s'avère exact, que la sensibilité de reconnaissance est extrêmement fine, et elle va donc, ça c'est plutôt une surprise, jusqu'au fait qu'un lymphocyte T peut reconnaître un seul complexe peptide MHC. Ça peut être nécessaire et suffisant pour entraîner l'activation d'un lymphocyte T. Alors comment ça a été montré avec des techniques qui sont aujourd'hui assez sensibles et raffinées de biophysique couplées à la biologie. Et on utilise les quantum dots, ce sont des nanoparticules qui mesurent 20 nanomètres, donc c'est vraiment pas gros. Ces nanoparticules sont couplées à un complexe peptide, molécule d'histocompatibilité. Donc ça peut être un peptide issu du virus de la grippe, etc. Ça a été fait expérimentalement avec plusieurs peptides. Et ce peptide est encore couplé à chaque fois de façon covalente, donc c'est une liaison chimique stable, avec une substance qu'on appelle la biotine. Il se trouve que la biotine a une affinité fantastique pour une autre substance qui s'appelle la streptavidine. Et donc si on a un colorant qui se révèle en fluorescence, microscope à fluorescence couplé à cette streptavidine, on peut visualiser ce complexe. Il est là, c'est le petit point rouge. Et on peut, si l'on veut, c'est ce qui a été fait dans les images qui sont montrées ici, avec à nouveau des techniques extrêmement sensibles. Ça ne peut pas être juste un marquage direct avec un anticorps, c'est plus compliqué que cela. Mais dans un contexte d'activation, par exemple, on peut voir ici un lymphocyte T, c'est la boule verte, mais c'est un lymphocyte T qui est en train de produire une cytokine qui s'appelle le TNF-alpha, donc qui est une des substances produits de l'activation. Donc c'est une façon de mesurer l'activation, un produit final, ça se passe quelques heures après, ça doit être 6 heures après si je me souviens bien. Au contact d'une cellule présentant l'antigène, vous ne voyez pas, parce que c'était le microscopie à fluorescence, mais imaginez qu'il est là à peu près autour. Et il y a le petit point rouge, ça c'est la notion importante, le peptide associé à une molécule d'histocompatibilité révélée par ce système. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'observation d'un lymphocyte T activé qui produit du TNF-alpha et qui a fixé une molécule, en tous les cas à la résolution de 20 nanomètres de peptide MHC. Vous pourrez me dire, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y en a pas 2, 3, 4, 5 collés l'un à l'autre? Sur une observation, je pourrais vous dire, certainement, je ne suis pas sûr, mais en répétant ce type d'observation, on peut arriver à ce résultat. Même chose ici avec une autre cytokine, un autre fruit de l'activation lymphocytée, la production d'une autre cytokine qui s'appelle l'interleukine 2, qui est importante pour notamment la prolifération des cellules. C'est exactement la même chose. Vous avez un lymphocyte ici qui produit l'IL2, c'est la coloration bleue, parce qu'on a un anticorps marqué avec une substance qui fluoresce en bleu et qui reconnaît l'interleukine 2. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est le principe. Et puis à nouveau, vous voyez le seul petit point rouge, vous ne voyez pas la cellule présentant l'antigène, elle est là, mais en contact, il y a un seul point rouge. Donc à nouveau, ceci est l'observation d'un lymphocyte qui a pu s'activer à produire l'interleukine 2 après contact avec un seul complexe peptide MHC. Ce qui est vraiment impressionnant, et c'est fait avec des contrôles très rigoureux qui donnent beaucoup de fiabilité à ces observations. À partir de cela, on peut calculer et évaluer un certain nombre de choses qui, je crois, sont intéressantes. La première, c'est de voir comment fonctionne un lymphocyte. Est-ce qu'autrement dit, s'il voit plusieurs molécules au lieu d'une, comme je viens de vous le montrer, est-ce qu'il va s'activer plus fort, ou est-ce qu'en fait c'est un signal plus-moins qui active un lymphocyte? La réponse, c'est qu'on est dans un système digital plus-moins. Regardez, à nouveau, c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, ce sont des chiffres, mais c'est exactement le même type d'observation correspondant à ce que je vous ai montré dans la diapo précédente. Vous avez ici sur l'image, le diagramme de gauche, la production de TNF-alpha, donc c'est la même image, si vous voulez, c'est la quantification de ça, par cellule, et on peut calculer exactement le nombre de molécules produites, peu importe. L'ordre de grandeur, c'est 400 000 molécules de TNF, ici, 800 000, 1 200 000. Donc en fonction, à nouveau, si on compte le nombre de petits points à la surface des cellules, si on a 0, il ne se passe rien, 1, 2, 3, 4 petits points. Et vous avez à chaque fois 2 lectures, en fait, en utilisant 2 réactifs différents, c'est juste pour s'assurer de la reproductibilité des résultats. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y ait un peptide collé, comme ici, ou 2, ou 3, ou 4, la quantité de TNF produit par un lymphocyte donné est la même. Donc c'est un signal oui, non, blanc, noir. C'est rare quand ça marche comme ça en biologie, mais c'est un système digital. À partir du moment où l'activation a lieu, le système se met en marche et il y a production de TNF-alpha, ou bien d'interleukine 2, c'est exactement la même chose. C'est juste pas mesuré exactement au même moment.
mais c'est le même principe. Donc il y a à peu près, c'est 0,5 10 puissance 6, 500 000 à peu près, hein, ça vous donne un ordre de grandeur, 500 000 molécules d'interleukine 2 qui sont produites dans ce contexte par lymphocytes T, et que ce soit avec contact avec un seul peptide, un 2 peptides, 3 peptides, 4 peptides associés à une molécule d'histocompatibilité. Donc 2 systèmes de mesure, 2 types de marqueurs pour s'assurer des résultats, toujours les mêmes résultats, un système digital. Donc un lymphocyte T, il s'active ou il ne s'active pas. Et il n'a pas de situation intermédiaire. Okay, c'est un premier résultat qui, à mon avis, est très intéressant. Maintenant, on peut aller un peu plus loin, et notamment si vous vous souvenez de cours précédents, on a parlé de la mémoire immunitaire. Et donc, par contre, on peut s'apercevoir que la façon dont les lymphocytes T naïfs, donc qui n'ont jamais vu un antigène, ou les lymphocytes T mémoire, le même clone, mais qui a déjà été soumis in vivo une première fois à une activation et qui est réactivé une seconde fois par le même peptide, eh bien là, on s'aperçoit que les choses sont différentes. Vous avez ici, c'est toujours le même système de lecture, la production de TNF-alpha en fonction du nombre de peptides fixés à la surface du lymphocyte T, 1, 2, 3 ou 4, 2 types de lecture à chaque fois, à nouveau c'est un contrôle. Au bout de 6 heures, c'est le moment optimal pour mesurer le TNF, toujours par le même système, hein, je vous le rappelle, c'est celui-là. Comme ça a l'air très simple. Techniquement, c'est assez sophistiqué, à vrai dire, mais on peut le comprendre. Et pour l'interleukine 2, c'est 3 heures, peu importe. Simplement, dans cette expérience, on compare 3 types de lymphocytes T spécifiques du même peptide MHC. Des lymphocytes naïfs, ce sont des lymphocytes de souris, hein, mais peu importe. Lymphocytes naïfs, donc qui n'ont jamais vu l'antigène, in vivo. Des lymphocytes blastiques, c'est-à-dire des cellules en pleine activation, qui ont déjà été activées quelques heures avant, ou quelques jours avant, et des lymphocytes T mémoire. Mais je vous rappelle qu'ils ont exactement la même spécificité, le même TCR. Donc ce qui peut les distinguer, ce sont des modifications de la cellule qui sont intervenues entre le moment où ils étaient une cellule naïve et le moment où ils sont activés et le moment où ils sont devenus une cellule mémoire. Et là, vous voyez que, à nouveau, on retrouve ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait un peptide reconnu, 2 peptides reconnus, 3 peptides reconnus ou 4 peptides reconnus. Pour une cellule donnée, c'est exactement la même chose, les cellules naïves en bleu pâle, quantité TNF produit, la même chose. Okay, si maintenant je m'intéresse, allez, on va aller aux cellules mémoire, elles sont en rouge. En rouge, en rouge, en rouge. Les violettes sont les cellules blastiques, donc qui ont déjà été activées mais il y a quelques jours, qui ne sont pas des cellules mémoire. Vous voyez que les cellules mémoire en rouge, mais c'est pareil pour les cellules blastiques en violet, elles sont également activées de la même façon, qu'elles reconnaissent 1, 2, 3 ou 4 peptides. Donc la règle de type de réponse digitale oui-non est la même, mais le niveau de réponse est plus élevé. Le lymphocyte T mémoire, disons, au lieu de produire, disons, à peu près 1000 molécules de TNF par minute, il va en produire, c'est l'échelle logarithmique, là on doit être à 7-8 000. Donc l'efficacité de la réponse immune est supérieure, ça correspond à une des choses que je vous avais dites il y a quelques cours, c'est qu'une cellule mémoire est modifiée, un programme modifié de telle manière qu'une seconde réponse se fait de façon plus intense. Mais le principe de la réponse est toujours digital, la même chose, quel que soit le même niveau de réponse, quel que soit le nombre de peptides reconnus. Même chose pour l'interleukine 2, les données sont exactement les mêmes, donc ce qui conforte ce message. OK, donc sensibilité identique, un peptide, à partir du moment où un peptide est reconnu, le système se met en jeu, mais réponse différente, ici mesurée par les productions de cytokines, les cellules T mémoire, TM, sont nettement plus efficaces que les cellules naïves, et les cellules blastiques qui ont déjà été activées il y a quelques jours sont comme les cellules mémoire, elles sont plus efficaces que les cellules naïves. Encore une fois, sur un plan biologique, ça a un sens que des cellules mémoire soient plus efficaces. On peut penser que si l'évolution a sélectionné le système, c'est de telle manière de permettre des réponses qui évitent une seconde infection dans des conditions défavorables pour l'hôte de cette infection, bactérienne, virale ou autre. La cinétique des événements, c'est la même chose. À nouveau, il y a une différence qui n'est pas liée au nombre de peptides reconnus, mais simplement la caractéristique des cellules. Ici, le TNF-alpha, ici, l'interleukine 2, vert bleu. Vous avez la réponse, cette fois-ci, en fonction du temps. Et avec la réponse des cellules naïves, on ne voit rien à peu près pendant 150 minutes. Donc 150 minutes, ça fait 2h30 après le contact avec l'antigène. Donc il faut du temps avant que la machine se mette en route. Et après, ça démarre doucement. Alors que pour les cellules blastiques, ça démarre déjà au bout d'une heure et de façon, comme vous le voyez, bien plus intense. Idem pour l'interleukine 2. Donc ces cellules sont modifiées de telle manière qu'elles soient capables de répondre beaucoup plus rapidement. Plus intensément, plus rapidement. Okay, mais même seuil de sensibilité. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est le nombre de cellules qui est mis en jeu, à nouveau.
si on regarde, c'est toujours le même type de mesure, mais on s'intéresse à une autre question, c'est la grille de lecture, c'est combien de lymphocytes T spécifiques d'un peptide donné vont être mis en jeu dans une réponse immune. Okay. Et on le fait, on étudie cela, toujours la même histoire, en fonction du nombre de complexes peptides, petit p, MHC, molécules d'histocompatibilité, qui sont reconnaissables là, à travers les systèmes que je vous ai montrés tout à l'heure, qui collent à la surface du lymphocyte T associé à la cellule présentant l'antigène. Et on étudie à nouveau les cellules naïves, les cellules blastiques et les cellules mémoire. Et vous voyez que le nombre de cellules, attention, hein, ce n'est plus une réponse d'une cellule, c'est combien de cellules répondent. Vous voyez qu'en fonction du nombre de peptides fixés, il y a plus de cellules qui répondent. C'est-à-dire que certaines cellules ont un seuil de mise en jeu qui est plus élevé que d'autres. Elles ont besoin d'avoir plusieurs contacts pour qu'elles se mettent, qu'elles commencent à s'activer. Donc les colonnes bleu pâle pour les cellules naïves, vous voyez que progressivement ça augmente en fonction du nombre de peptides MHC. C'est vrai pour la production de TNF-alpha ou le DL2, deux systèmes de lecture mais de la même question scientifique. Et vous voyez que les cellules mémoire le font beaucoup mieux, mais toujours aussi avec cette tendance, avec un seuil un tout petit peu différent de sensibilité de cellule à cellule. Donc on a deux messages ici. En nombre de cellules mises en jeu, là intervient l'avidité globale pour le peptide et la capacité d'une cellule à s'activer. Et d'autre part, à nouveau, les cellules blastiques, donc déjà activées, et les cellules mémoire répondent plus facilement, donc un plus grand nombre de cellules sont mises en jeu. Donc vous voyez à quel point de sophistication on peut arriver aujourd'hui dans le détail de l'analyse d'une réponse de lymphocyte T. Et alors on peut encore aller un peu plus loin, c'est ce que je suis en train de vous faire une séance de bibliographie pratiquement sur un article, mais enfin, je le fais délibérément parce que je le trouve magnifique, je dois dire, et qu'il nous apporte des informations essentielles sur ce sujet de l'activation des lymphocytes T. Et heureusement que nous sommes en 2014, parce qu'il y a un an, ce papier n'était pas encore paru, et je n'aurais pas pu vous raconter tout ça. Donc ça valait la peine d'attendre un an. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? C'est toujours le même principe. On a ici des images de microscopie en contraste de phase. Vous voyez un lymphocyte T au bout de 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes d'activation. Le fameux peptide est mâché, ici il est marqué en rouge. Là, vous voyez en vert le récepteur T pour l'antigène, et qui, en fait, il n'y en a pas forcément qu'un, ça on y reviendra tout à l'heure, mais qui, si on superpose les images, ça se superpose, ça fait cette espèce de paquet jaunâtre. Enfin, pas exactement, excusez-moi, ce que je viens de vous dire correspond à cette colonne ici, mais vous voyez l'aspect jaune, ça veut dire que le TCR est vraiment très très proche en distance, c'est quelques dizaines de nanomètres au maximum du peptide MHC. Et ici, vous avez une autre visualisation de la même chose. Mais à partir de ce type d'image, on peut sortir ce type de courbe. C'est le nombre de TCR qui s'accumule par l'intensité de fluorescence dans la région de contact avec le peptide. Et vous voyez que ce nombre augmente. 1 minute, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 2 heures. Le nombre de molécules de TCR qui se mettent au contact du peptide augmente. Donc il se passe des événements, là on est à une étape d'après, et qui ne sont même pas très faciles à comprendre. C'est qu'un même peptide, puisque dans les situations où il y a a priori un seul peptide MHC, va être capable successivement de mettre en jeu plusieurs molécules de TCR. Donc, ce qui veut dire, et ça on le sait, que la constante d'association des molécules de TCR avec l'antigène permet une association très rapide, mais il y a aussi dissociation relativement rapide. Donc ça permet réassociation, soit avec le même TCR, soit d'autres TCR. Et ceci va permettre la formation, de faire du franglais, de ce qui est ici, d'un regroupement, un cluster de molécules de TCR dans une certaine zone, on va y revenir tout à l'heure, du lymphocyte T, et qui va favoriser l'activation. Donc comment ça se passe cette affaire? Donc ça repose sur un temps d'association sur le plan molécule à molécule qu'on peut calculer entre le TCR et l'antigène qui est très bref, demi-vie 110 millisecondes, 0,11 secondes en moyenne, donc c'est très très court. Donc ça s'associe, ça se détache, ça se réassocie, soit avec le même TCR, soit avec un autre TCR. Et donc petit à petit, ça favorise l'agrégation de molécules de TCR. Quand je dis TCR, c'est récepteur T pour l'antigène, hein, mais j'ai l'habitude de dire TCR. Il faut traduire TCR en récepteur T pour l'antigène. Et donc petit à petit, l'accumulation dans certaines régions de ces TCR, on va voir que cette accumulation est indispensable pour la signalisation. Une seule molécule n'y arriverait pas. Donc, et encore une fois, ça repose sur ce temps d'association bref, association, dissociation, etc. Donc il ne faut pas imaginer un processus statique, mais éminemment dynamique. Les molécules s'associent, se détachent, se réassocient selon des combinatoires différentes. Et en pratique, ça va s'associer, les premiers signaux d'activation on verra comment tout à l'heure, les premiers signaux de reconnaissance du TCR, du peptide MHC par le TCR, vont entraîner une modification du cytosquelette de la cellule. Le cytosquelette, il est fait de filaments d'actine qui vont se polymériser
et le TCR s'accroche sur ces filaments d'actine, et ceci est très important, on va voir ça tout à l'heure. Et ils vont migrer sur ces filaments d'actine, former ces clusters, et ces clusters sont des espèces de nœuds de recrutement de molécules de signalisation qui vont transmettre les signaux ensuite dans la cellule pour qu'in fine, les cellules se modifient, s'activent, se prolifèrent, produisent des molécules dans le cadre d'une réponse effectrice. Donc cet événement de cluster est très important ici. Jusque-là, je vous ai parlé des lymphocytes CD4. Pour les cellules CD8, c'est à peu près la même chose. C'est le même groupe qui a fait l'étude, mais c'était il y a 10 ans et avec des techniques beaucoup moins sophistiquées, mais le principe est le même. Et ici, ils ont regardé aussi, c'est moins joli parce que c'était les techniques d'il y a 10 ans, au passage, ça permet de voir le progrès de la technologie, mais le principe est toujours le marquage de complexes peptides MHC, mais présenté à des lymphocytes T CD8. Et ici, on visualise deux contacts, 1 plus 1, ça fait 2, mais ils sont distincts, il y en a 2 qui sont ensemble, il y en a 3, etc. Donc on a ça, c'est ce qu'on observe en contact avec le lymphocyte T. Et on regarde dans ces conditions-là, cellule par cellule, la capacité de lymphocyte à être cytotoxique, puisque comme vous vous souvenez sûrement, la propriété ou la caractéristique, ou plutôt la fonction effectrice principale des lymphocytes T CD8, c'est d'être cytotoxique, de tuer des cibles. Donc on peut corréler les situations en fonction du nombre de peptides MHC reconnus par un lymphocyte T donné. Est-ce que la cellule va être capable de s'activer, être cytotoxique? Tout à l'heure, on lisait le système à travers la production de cytokines. Ici, on regarde la cytotoxicité. On pourrait aussi regarder les cytokines. Vous voyez ici, dans un contact où il y a apparemment un peptide reconnu, il est là, 11 cellules regardées, aucune ne tue. Donc apparemment, ça ne suffit pas, un peptide, dans ce cas-là. Mais donc, ce qui suggérait que pour les CD8, il faut un peu plus de peptides reconnus que pour les CD4. Je mets un mais immédiat, c'est le fait que les techniques utilisées ne sont pas les mêmes et sont moins sensibles. Ici, 2 peptides reconnus, 2 fois sur 7, 2 cellules sur 7 vont être capables de tuer. Donc on est à la limite du système. À nouveau, ici, une autre expérience, 2 très proches l'un de l'autre, mais 0 sur 9, donc ça n'a pas l'air d'être suffisant. 3, 1 sur 2, 3 sur 3, 3, 4 sur 4. Donc on a vraiment l'impression qu'à partir où il y a 3 contacts entre les TCR du lymphocyte T et les cellules présentant l'antigène, qui leur présentent les peptides associés aux molécules d'histocompatibilité, à partir de 3, ça a l'air de marcher. Tout à l'heure, je vous ai montré que ça marchait avec un seul peptide. Donc, encore une fois, pris de façon non critique, ça suggère que les CD8 ont besoin de 3 contacts, donc un seuil de sensibilité légèrement plus élevé, mais pas les mêmes techniques utilisées. Pourtant, c'est la même équipe qui a fait ce travail, c'est l'équipe d'un chercheur américain très connu qui s'appelle Mark Davis, qui est à Stanford, mais pas la même technique utilisée. Donc, il est possible que la technique soit un peu moins sensible ici. À la limite, peu importe ce détail. Le point important, finalement, c'est que pour tous les lymphocytes T, ils sont tous d'une sensibilité extraordinairement fine, même si le récepteur pour l'antigène par lui-même n'a pas une affinité extraordinaire, mais la sensibilité de reconnaissance est très fine, puisque 1, 2, 3 molécules suffisent à activer un lymphocyte T, ce qui est absolument, à mon avis, merveilleux. Donc comment ça peut marcher ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Comment ce contact moléculaire, dont on a vu en plus qu'il était très fluctuant, puisque le temps d'association, c'est 110 millisecondes, donc les cellules se détachent, ça se rattache en permanence. Comment ça peut entraîner les modifications dans le lymphocyte T et des signaux seconds qui vont activer le lymphocyte T? Vous allez voir qu'en fait, il y a toute une série d'événements, mais peut-être l'événement le plus intéressant, qui a été démontré, on va le voir dans un instant aussi dans une publication très récente, c'est en fait que cette association, donc à nouveau pour que vous vous situiez bien, en haut, APC, ça veut dire Antigen Presenting Cell, cellule présentant l'antigène, cellule dendritique. Donc à sa surface, on n'en représente qu'un ici, mais il y a des molécules d'histocompatibilité associées à des peptides. Donc la boule rouge ici, c'est un peptide, donc un peptide composé pour les lymphocytes CD4, c'est 9 acides aminés environ. En face, en dessous, le lymphocyte T en gris, la surface est marquée ici par la ligne noire, et en bleu, ici, le récepteur T pour l'antigène, composé de 2 chaînes, et ici, il y a la fente dans laquelle qui va interagir avec le peptide de façon un tout petit peu schématique. Il y a aussi d'autres molécules à côté, ce sont les molécules CD3, dont je vous ai déjà dit un mot, la molécule LCK en bleu pâle, qui est cette enzyme qui est très importante dans la phase suivante d'activation, et qui est mise en jeu aussi par un corécepteur, on va voir ça dans une seconde. Donc il faut imaginer qu'il se crée un lien ici, minimum d'affinité moléculaire, et que ceci va provoquer une tension, c'est-à-dire que cette association va tirer sur le lymphocyte T, de bas en haut, c'est cette flèche ici. Et on va voir tout à l'heure que c'est exact, ça a été mesuré. Il y a une force de tension qui tire vers le haut, et en tirant vers le haut, ça va faire que... Alors, pardon, j'ai oublié quelque chose. Pour que ça marche, il faut aussi que
ce TCR soit déjà associé au cytosquelette d'actine, je vous en ai dit un mot juste avant, et qui est ici représenté par ces deux petits traits noirs qui sont censés représenter les fibrilles d'actine qui se sont polymérisées. Donc il tire sur le TCR et le TCR vient avec l'actine, donc il y a une certaine rigidité dans le système. Donc ça tire vers le haut. Ceci va entraîner une modification de conformation moléculaire qui vont attirer aussi la kinase LCK, donc il va pouvoir se mettre à agir. Et d'autre part, s'il y a une tension vers le haut, vous pouvez imaginer que les molécules qui sont sur le côté vont être écartées. Ça se conçoit assez bien, vous tirez, ça coule sur le côté schématiquement. Et les molécules qui coulent sur le côté sont ces espèces de grandes molécules que je vous ai montrées tout à l'heure, notamment, qui sont très 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 nombreuses, et espèces d'arbres très très hauts qui empêcheraient des contacts avec des petits arbres qui seraient en dessous. Et s'ils s'en vont sur le côté, et du coup, ça facilite ce contact, ou des contacts répétés avec d'autres molécules de TCR qui vont se faire dans les secondes qui suivent. Donc ce principe d'activation par tension a une assez bonne chance d'être juste. Et il a reçu un support expérimental que je vais vous montrer là, qui est aussi, je trouve, extrêmement astucieux. Donc ce qu'on visualise, c'est ce qui est en haut à droite, c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, on n'est plus avec la cellule présentant l'antigène en haut, comme c'était là. Maintenant, il est sur le côté gauche. Et le lymphocyte T qui était en bas, maintenant il est sur le côté droit. C'est la même chose. Donc c'est d'ailleurs plus exact ici, puisque vous avez une meilleure représentation des molécules. En espèce d'orange-brun, ici, vous avez la molécule d'MHC et le peptide qui se trouve quelque part par là. Vous avez exactement le nom de la molécule qui a été utilisée dans l'expérience, mais peu importe les détails, c'est des molécules d'histocompatibilité de souris. Ici, c'est classe 1, H2K, c'est une molécule H2 MHC de classe 1 avec un peptide donné, peu importe. En face, donc un récepteur T pour l'antigène, deux chaînes alpha-bêta en bleu. Vous voyez des ovales différents parce que ce sont des domaines différents de la même molécule, mais vous avez une chaîne ici, alpha, une chaîne bêta, donc que ce soit l'inverse, je ne peux pas lire ici, peu importe. Et puis en dessous, plus petite molécule, mais ancrée dans la membrane, qui est ici, de couleur jaune, verte. Vous avez les fameuses molécules CD3, il y en a une série, qui sont associées au TCR et dont le rôle est très important dans la signalisation qui suit. Donc c'est le face-à-face qui va mettre en jeu l'activation de lymphocyte T de façon très spécifique. Mais expérimentalement, ici, la façon de faire, c'est que le lymphocyte T, on l'a coincé dans imaginez une micro-pipette, et la molécule d'MHC peptide, on l'a mis à la surface d'un globule rouge. Évidemment, c'est complètement artificiel, physiologiquement, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce qu'on appelle la probe bead, il y a une petite bille qui exprime ces molécules d'histocompatibilité, et le peptide collé à un globule rouge. Okay. Et le globule rouge lui-même, il est aspiré par une petite pipette ici. Donc on a les deux cellules qu'on tient l'une face à l'autre, et on peut exercer sur ces cellules des forces mesurables et voir dans quelles conditions il y a contact, pas contact, durée de contact. Et on fait ça donc, dans un système qui est spécifique d'un antigène donné. Donc c'est assez astucieux. Et ce qui est montré, qui est imaginé ici, c'est qu'en l'occurrence, le peptide qui est reconnu, il est issu de l'ovalbumine. L'ovalbumine, c'est le blanc d'œuf. C'est une protéine très couramment utilisée, mais on pourra en utiliser plein d'autres, dans des expériences d'immunologie. Et le TCR ici est donc spécifique d'un peptide donné extrait de l'ovalbumine. Et vous voyez que pour le peptide, pour l'ovalbumine, ou en l'occurrence un peptide qui aura été présenté par l'antigène, présenté par la cellule présentant l'antigène. Voilà, je me mélange les mots là. L'ovalbumine, dont un peptide a été présenté par une cellule dendritique, eh bien, ce qu'on observe, c'est que le temps de liaison, le temps moyen d'association, il est maximal lorsque la force exercée il tient jusqu'à 10 piconewtons, donc une certaine unité de force. On mesure la force en newtons. Des peptides qui sont pour cela antagonistes, donc qui peuvent avoir une certaine liaison mais n'activent pas le lymphocyte T, n'ont pas du tout cette force ne s'exerce pas, donc ça ne tient absolument pas. Tandis que là, ça tient jusqu'à 10 nanonewtons. Et des peptides d'affinité intermédiaire ont en l'occurrence une capacité de tenir à 10 nanonewtons qui est intermédiaire. Donc, si on regarde le temps de liaison, de résistance, si on tire sur les cellules d'un côté et de l'autre, en fonction de la force exercée, vous voyez qu'on a un pic à 10 piconewtons, pour l'ovalbumine, et pour les autres en espèce de courbe plate, et qui ne sont pas susceptibles d'entraîner de processus d'activation. Donc autrement dit, il y a bien une force de tension qui s'exerce ici, induite par la reconnaissance du peptide par le TCR à la surface de la cellule présentant l'antigène, même si elle est artificielle ici, associée à la molécule MHC, et que cette tension est de l'ordre de 10 piconewtons. C'est une force faible, mais on est capable de la mesurer.
Et on peut à nouveau mesurer que c'est dans ces conditions-là que des signaux d'activation se produisent. Donc ici, le système de lecture, ce n'est pas la production de cytokines, ce n'est pas la cytotoxicité, c'est autre chose, qu'on reverra tout à l'heure, qui est le fait que lorsqu'un lymphocyte T s'active, il y a une entrée de calcium dans la cellule. Il y a du calcium il y a des canaux qui permettent au calcium de pénétrer du milieu extérieur de la cellule vers l'intérieur. Ceci est important pour certaines voies de signalisation. Donc une des 1000 façons de mesurer l'activation d'un lymphocyte T, c'est le flux de calcium qui rentre dans la cellule. Et ça se mesure avec des sondes sur lesquelles se fixe le calcium. Et quand le calcium est fixé sur la sonde, il y a une certaine fluorescence qui est émise et qu'on peut mesurer. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? À nouveau, en fonction de la force avec laquelle on tire sur le lymphocyte, évidemment dans un système de reconnaissance spécifique d'antigènes, on regarde s'il y a une induction de flux calcique. Et vous voyez que là où on a une augmentation de fluorescence qui mesure donc indirectement la concentration de calcium intracellulaire, c'est quand on est à une situation où la force est de 10 piconewtons. S'il y en a moins, ben ça ne marche pas. Et s'il y en a plus, ça ne marche à nouveau pas. C'est trop fort. Donc c'est juste le bon type de force de traction qui va modifier suffisamment probablement la conformation des molécules pour que les signaux d'aval se transmettent. Et à nouveau, comme tout à l'heure, quand je vous disais que la réponse était digitale parce qu'un peptide fait que 1, 2, 3 ou 4 fait qu'une cellule s'active ou ne s'active pas, mais pas plus avec 2 qu'avec 1, etc. Là, c'est la même chose. C'est 10 nonatons de force qui tirent la cellule, ça permet l'activation. Mais si c'est 20, ce n'est pas plus, au contraire, c'est moins, il n'y a plus rien. Donc c'est un système plus-moins. Et on peut montrer, je vous ferai grâce des données expérimentales, que pour que ça fonctionne, il faut que le temps de liaison seuil entre le TCR et le peptide MHC soit au cours des 60 premières secondes de contact de 10 secondes. Donc ça, imaginez que ça s'attache, ça se détache, ça s'attache sans arrêt. C'est extraordinairement dynamique. Mais il faut qu'il y ait quand même eu 10 secondes de traction, autrement dit, cumulées au cours de la première minute pour que des signaux d'activation se produisent. Donc évidemment, il ne s'agit pas de considérer tout ceci comme étant une vision très précise et définitive de la façon dont s'activent les lymphocytes, mais ça donne une idée des modalités très précises et surtout du fait qu'aujourd'hui, avec des analyses biophysiques assez sophistiquées, on peut mesurer de façon extrêmement précise les caractéristiques, que ce soit en nombre de peptides, de force exercée pour que cette activation se fasse, de modification en fonction du caractère naïf activé ou mémoire des cellules. On peut mesurer de façon extrêmement précise les conditions qui permettent d'induire une réponse d'activation de lymphocyte, à quel moment ça démarre. Évidemment, c'est très important d'avoir ces informations. Alors, comment ça fonctionne globalement? Il y a 6 façons de voir les choses, et la réalité, c'est que c'est prendre une combinaison des 6. Je vous en ai déjà exprimé une des 6, c'est la traction. Mais on va les reprendre ensemble pour essayer d'avoir la vision la plus précise des choses. Et ces 6 façons d'envisager l'activation des lymphocytes, toutes les 6 étaient défendues par des travaux successifs d'auteurs différents. La première, c'est l'agrégation, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les universités, mais ici, c'est l'agrégation de molécules. Vous avez à nouveau en haut, ça va toujours être le même schéma, la cellule présentant l'antigène, APC, antigène presenting cell, et en bas, le lymphocyte T, qui est marqué de façon un peu plus brune ici, et vous voyez à chaque fois la couche de bilipidique qui est la membrane de ces 2 cellules. Donc en bas, ici, le TCR, avec les molécules CD3, qui sont là, une autre qui est là, et en face, la molécule d'histocompatibilité qui présente un peptide schématisé par cette boule bleue. Donc ce qu'on a dans l'agrégation, c'est l'idée qu'à côté de la reconnaissance par le TCR de la boule bleue, donc passer de ce stade-là à ce stade-là, il y a une autre molécule qui intervient. Et ça, on est sûr que c'est quelque chose qui est connu depuis plus de 20 ans, qui est très important, c'est la molécule CD4 pour les lymphocytes T CD4, la molécule CD8 pour les lymphocytes CD8. La molécule CD4, un lymphocyte, on a à peu près 50 000 à sa surface. Ils ont à peu près 40 000 TCR, donc c'est le même ordre de grandeur. La molécule CD4, en fait, s'associe de façon non variable. C'est une molécule qui est strictement la même sur tous les clones de lymphocyte T, contrairement au TCR lui-même. Et CD4 s'associe à MHC classe 2. Donc c'est une association supplémentaire. Vous voyez cette image ici, cette espèce de, ça vous dirait une canne de golf à l'envers là. Ce n'est pas tout à fait l'image exacte de la molécule, mais donc cette molécule CD4, qui est ancrée dans la membrane cellulaire, s'associe à une certaine région de la molécule d'histocompatibilité de classe 2. Donc on a 2 points d'accroche de la molécule d'histocompatibilité du peptide, la reconnaissance spécifique par mon petit TCR, ici, là, avec ces 2 chaînes, plus CD4. Et il se trouve que CD4 est associé
sous la membrane à la fameuse kinase dont j'ai déjà dit un mot, LCK. Okay. Donc quand on passe de ce stade-là, où il ne s'est encore rien passé, au stade de droite, où il y a la reconnaissance du peptide, la molécule LCK vient à proximité immédiate des molécules du TCR et surtout des molécules CD3 avec lesquelles le TCR est associé. Et dans ces conditions-là, il y a des modifications de conformation de LCK qui va faire que elle s'ouvre, bon, littéralement elle s'ouvre, et cette molécule devient active, et ce qu'elle sait faire en tant qu'enzyme, c'est d'ajouter donc des P, des radicaux phosphore, sur des tyrosines, à des endroits très précis qu'on connaît, qu'on appelle des ITAM, je vais vous faire grâce du détail, mais ce sont des séquences d'acides aminés très précises, qui sont répétées sur les molécules CD3, et donc il y a toute une série d'événements de phosphorylation, et on va voir ensuite qui sont très importants pour la suite des événements. Donc c'est le premier modèle, le plus simple, et qui est une partie de la réalité. Deuxième modèle, très intriguant, probablement juste, mais c'est un peu plus compliqué à percevoir, c'est qu'en fait, un TCR, un lymphocyte T reconnaît au moment de l'activation non seulement un peptide issu, mettons, du virus de la grippe, si on prend comme exemple le fait que ce soit une réponse contre le virus de la grippe, ou pourquoi pas l'ovalbumine, dont on parlait tout à l'heure. Enfin, l'ovalbumine, ce n'est pas très physiologique, on ne se défend pas contre l'ovalbumine, on se défend contre le virus de la grippe. Donc, OK, on reconnaît mon petit peptide du virus de la grippe, mais en même temps, vous voyez que ce récepteur T-là, qui est le même, puisqu'un lymphocyte T, encore une fois, n'exprime a priori qu'un seul type de récepteur T pour l'antigène, il reconnaît une petite boule verte. Et la petite boule verte, présentée par les mêmes molécules d'histocompatibilité. La petite boule verte, c'est des peptides du soi. C'est-à-dire que ce sont des structures issues de protéines de l'individu, de nous-mêmes. Nous en produisons évidemment des quantités énormes. Et il existe, ça on est certain du fait, que tous nos récepteurs T pour l'antigène sont capables de reconnaître des peptides du soi avec une faible affinité. Et que ceci intervient même probablement comme signaux de maintenance de survie des cellules. Donc l'idée ici, qui est probablement juste mais plus difficile à démontrer, c'est que pour que s'active un lymphocyte T, il y a une double reconnaissance qui favorise l'agrégation, les clusters dont j'ai déjà parlé, des molécules de TCR. Certains TCR qui vont reconnaître les peptides qui sont issus du virus de la grippe, dans mon exemple, et plus d'autres qui reconnaissent des peptides du soi. L'avantage de ce système, c'est qu'on a vu qu'un seul peptide suffisait à activer un lymphocyte T, mais quand même, la probabilité pour un lymphocyte T donné de reconnaître son bon peptide est faible dans la masse gigantesque des peptides, la masse des cellules, etc. Donc si le fait en parallèle de reconnaître un peptide du soi peut aider à activer, c'est une façon de favoriser une réponse immune. Deuxième modèle. Troisième modèle, c'est celui dont je vous ai déjà parlé, c'est l'histoire du piston, la traction. Le fait que, et physiquement démontré, je vous l'ai montré tout à l'heure, le fait que lorsqu'il y a événement de reconnaissance d'un peptide présenté par une molécule d'histocompatibilité, le TCR est tiré vers le haut et que ceci entraîne des modifications moléculaires importantes qui vont activer LCK, etc., etc. Quatrième événement, j'en ai déjà parlé, c'est la formation de clusters, donc c'est le rassemblement des molécules de TCR, favorisé par le fait que, encore une fois, il faudrait un film pour bien le réaliser, mais que ce type de contact est très fluctuant, donc il y a association-dissociation permanente. Donc imaginez que les trois TCR qui sont juste à côté et qui apparemment n'ont pas l'air d'avoir reconnu de peptide sont les mêmes, ont reconnu tous ce peptide-là, mais l'un d'après l'autre, par association-dissociation. Donc les molécules se regroupent à une certaine zone de la membrane et créent un regroupement, on va voir ça ensuite, de molécules d'activation, notamment LCK et d'autres. Cinquième façon de voir les choses, j'en ai déjà dit un mot également, donc c'est pas plus mal peut-être de faire une synthèse, c'est l'exclusion progressive mes petits bâtons violets là, qui, lors du rapprochement des membranes, favorisé par les interactions moléculaires, l'attraction sans doute, exclut les molécules comme CD45 et d'autres, qui sont très très nombreuses, encore une fois, à la surface des cellules, les exclut de la zone de contact et donc favorise l'interaction. Et sixième partie, après c'est fini, je vous promets, sixième façon de voir les choses, c'est que sans doute, pour un peu plus discuter, les molécules protéiques qui sont dans la membrane, qui la traversent ou qui sont juste en dessous, comme LCK, de la membrane plasmique, la membrane des cellules, ne sont pas réparties au hasard, mais sont réparties dans des domaines précis qui sont définis par la composition en lipides de la membrane. Ceci n'est pas une notion qui est propre uniquement aux lymphocytes, c'est une notion générale en biologie. La membrane de nos cellules n'est pas complètement homogène, elle peut être composée de lipides différents qui font dans certaines régions, il y a certains types de lipides qui vont permettre de fixer plus facilement telle ou telle protéine. Par exemple, LCK,
À nouveau, on y revient, donc c'est pertinent pour notre discussion ici. Cette kinase LCK, elle s'associe dans ce qu'on appelle des rafts lipidiques, ou des radeaux lipidiques en français. Certaines régions où il y a certains types de lipides vont favoriser la concentration en molécules LCK, donc ce qui veut dire qu'il y a des domaines précis de la membrane au sein desquels ces événements d'activation se produisent et sont favorisés. Et probablement, la façon dont le système fonctionne, c'est un peu des 6 événements ensemble, ce qui est une tentative de synthèse ici, ce qui est un peu osé. J'ai piqué ces diapos dans une très belle revue sur ce sujet qui a été publiée il y a 2-3 ans, une vision intégrée. Donc voici la situation de départ, où a priori rien ne peut se passer, parce que le TCR, comme vous voyez d'ailleurs, il n'est pas tout droit, on va y revenir dans un instant. Les molécules CD3 sont recourbées, associées à la membrane, il n'y a pas de contact. Il y a plein de petits bâtons violets, la CD45 ou autres, qui empêchent les contacts entre cellules, donc c'est sûrement une mesure de sauvegarde, et donc il n'y a aucune activation. Néanmoins, une fois de temps en temps, un contact devient possible. Imaginez que c'est extraordinairement dynamique, ce qu'on montre sous forme de dessin, c'est un processus ultra dynamique qui bouge en permanence à l'échelle de la milliseconde. Donc un contact, on a vu qu'un contact suffisait. Peut-être, pourquoi pas, il y a un contact en même temps avec un peptide du virus de la grippe, je garde mon exemple, plus un peptide du SOI, donc un début d'association de molécules de TCR, rapprochement des membranes, exclusion des molécules, des grands bâtons qui s'opposent à l'interaction entre les molécules présentant l'antigène et le TCR, association d'LCK, activation d'LCK, phénomène de traction, de piston, je vous ai parlé tout à l'heure, et formation progressive de microclusters qui vont contenir jusqu'à plusieurs 100, 200, 300 molécules de TCR regroupées dans une certaine région. Donc, probablement, tous ces événements ensemble expliquent ce qu'on observe, c'est-à-dire l'activation rapide des cellules, même si c'est éventuellement avec un seul peptide. OK pour ça. Alors, les caractéristiques, enfin, j'espère que c'est OK. Caractéristiques de l'activation des TCR, globalement, je reprends quelques éléments que j'ai indiqués en allant un peu plus loin. Donc, il y a une très faible abondance de ligands pour les TCR. Donc, les ligands, c'est l'association d'un antigène peptidique, 9 acides aminés pour une molécule de classe 1, un peu plus long pour les molécules de classe 2, donc associé à une molécule d'histocompatibilité à la surface des cellules présentant l'antigène. Ça, intuitivement, on le comprend très facilement devant la variété gigantesque de peptides susceptibles d'être présentés aux lymphocytes T, en commençant par les peptides de toutes nos protéines, il n'y a pas de sélection, toutes nos protéines, les protéines du soi, donc autrement dit, et toute protéine éventuelle d'un micro-organisme avec lesquels nous sommes infectés. Là, il y a une myriade de combinaisons possibles. Donc forcément, une cellule présentant l'antigène à un temps T n'a qu'une capacité limitée à présenter le peptide adéquat pour qu'un lymphocyte T donné soit activé. Donc faible abondance, autrement dit, cela implique cette extraordinaire sensibilité, et de fait, elle est démontrée, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'activation peut démarrer avec un seul peptide, même si de temps en temps, on peut penser qu'il y en a plus qu'un peptide qui soit reconnu par un lymphocyte T donné. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, qui est une question complexe, c'est la discrimination entre les majeurs en immunologie, on revient toujours à la discussion entre reconnaissance de peptides étrangers versus peptides du soi. C'est une discussion qui sera éternelle dans le domaine de l'immunologie. Comment un lymphocyte T discrimine entre un complexe MHC peptide du soi, dont on a vu en plus qu'il pouvait favoriser l'activation, et le fait que, par contre, il n'est pas souhaitable, et de fait le système est à peu près contrôlé pour qu'il n'en soit pas ainsi, il n'est pas souhaitable qu'un lymphocyte T s'active avec des peptides du soi, sinon nous souffririons en permanence de maladies auto-immunes, ce qui n'est pas le cas. Et cette discrimination est un phénomène complexe, donc encore une fois, pour plusieurs raisons. D'abord, les peptides du soi, il y en a des myriades, donc la probabilité d'être activé par un peptide du soi est bien plus élevée que la probabilité d'être activé par un peptide issu d'un virus avec lequel on est infecté. Je reprends mon éternel virus de la grippe, mais je n'ai pas de fixation sur la grippe, c'est juste un exemple. Donc ça, c'est un premier élément de complexité. Deuxième élément de complexité, là, on sait que l'interaction de faible affinité, sont très faible affinité, mais non nulle, mesurable, d'un TCR donné avec un peptide du soi est un signal nécessaire à la survie des lymphocytes T matures. Donc il faut une reconnaissance de faible niveau de peptides du soi pour que le lymphocyte T survive, et on sait qu'on a vu qu'il survivait extrêmement longtemps. Et troisième élément de complexité, il semble que les peptides du soi peuvent favoriser indirectement, en co-association, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, ici, que ce type d'association est
utile, peut être indispensable à la reconnaissance d'un antigène. Donc il y a une espèce de coopération entre reconnaissance d'un peptide du soi et d'un peptide étranger par un même type de récepteur T pour l'antigène. Donc mettre tout ça ensemble n'est pas tout à fait simple, et je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait la réponse précise encore à ces questions, mais en tous les cas, ce qu'on sait, encore une fois, bien sûr, c'est que l'affinité des TCR qui ont été sélectionnés dans le thymus, etc., pour un antigène étranger est très supérieure à l'affinité pour un peptide du soi, mais en termes d'avidité, l'avidité tient compte de l'affinité plus du nombre de récepteurs engagés. En termes d'avidité, la balance est plus complexe dans la mesure où il y a beaucoup de peptides du soi qui peuvent être présentés. Et donc derrière cela, il y a deux notions, coopérativité, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi capacité, et c'est, à mon avis, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui les éléments pour bien comprendre qu'il en est ainsi, et pourtant ça fonctionne ainsi, un lymphocyte est capable de distinguer le signal du bruit. Le signal, c'est l'infection, donc il faut reconnaître un peptide qui est issu d'un micro-organisme, donc essentiel à l'enclenchement d'une réponse immune. Le bruit, c'est qu'en permanence, un lymphocyte donné est capable de reconnaître à faible affinité un peptide du soi. Et ce système est hautement contrôlé et absolument clé dans le fonctionnement du système immunitaire. Si ça dysfonctionne, le système ne fonctionne plus, puisque l'objectif du système immunitaire, c'est évidemment de reconnaître des antigènes issus de micro-organismes, de se défendre contre des infections, il ne faut pas l'oublier, et pas de déclencher une réponse immunitaire contre ses propres constituants. Mais c'est une question très intéressante, non résolue, compte tenu des éléments de complexité que j'ai indiqués, même si on a quelques éléments de réponse à ces points. Troisième élément, c'est la versatilité. Ça, je n'en ai pas parlé jusque-là, en tous les cas pas aujourd'hui. C'est qu'en fait, un TCR donné, donc avec sa séquence d'acides aminés donnée, sa structure tridimensionnelle donnée, en fait, est capable de reconnaître plusieurs peptides associés à des molécules d'histocompatibilité. Donc la spécificité est relativement fine, mais elle n'est pas extrêmement fine. Et un lymphocyte T donné est susceptible éventuellement de reconnaître un peptide issu du virus de la grippe associé à une molécule d'histocompatibilité, mais aussi un peptide issu d'une bactérie de l'intestin associé à une molécule d'histocompatibilité, et éventuellement un peptide issu d'une molécule d'histocompatibilité elle-même, juste pour compliquer un tout petit peu les choses. Mais cette versatilité est une notion importante, parce que nous n'avons pas un nombre infini de lymphocytes T. Naturellement, on produit un certain nombre de lymphocytes T, on a un stock de lymphocytes T, on en a quelque chose entre 10 puissance 11 et 10 puissance 12, mais pas 10 puissance 11 à 10 puissance 12 clones différents, ça représente environ 10 puissance 8, 10 puissance 9 spécificités différentes. Et ces 10 puissance 8, 10 puissance 9 spécificités différentes ne couvrent pas tous les antigènes susceptibles d'être reconnus. Donc le fait qu'un lymphocyte donné puisse reconnaître des antigènes différents, la versatilité, est une notion qui est de bonne nouvelle pour nous, puisqu'elle augmente l'efficacité en augmentant les probabilités de reconnaissance d'un antigène donné. Évidemment, les ligands peuvent avoir une affinité variable, etc. etc. Donc ces caractéristiques de l'activation des lymphocytes est important. Une autre notion que je trouve intéressante, c'est y a-t-il des systèmes de sauvegarde, de protection pour éviter que nos lymphocytes s'activent de façon non souhaitable? Parce qu'il suffit, on l'a vu, que tout petit nombre de TCR soient modifiés dans leur configuration on leur tire dessus par une cellule présentant l'antigène, on dit ça tout à l'heure, pour entraîner des signaux d'activation. Donc le danger que ça se passe de façon inappropriée, donc sans qu'il y ait une reconnaissance spécifique de l'antigène, est élevé. Donc y a-t-il des méthodes de protection contre ça? La réponse est oui. C'est que ceci a été montré par plusieurs équipes récemment. En fait, ça c'est très schématisé, mais vous avez à nouveau un TCR ici, là, qui a l'air fatigué, là, qui se courbe sur le côté. La membrane de la cellule est là, l'intérieur de la cellule est en dessous. Et tous les bâtons, là, sont des molécules CD3. Et vous voyez que ces molécules CD3, il y en a une qui s'appelle CD3 zeta, qui est en dimère. Donc il y a deux éléments CD3 zeta associés au TCR, les autres s'appellent delta, epsilon, gamma, peu importe les détails. Mais ces molécules zeta, vous voyez que là, elles sont recourbées. En fait, elles sont enfouies, ça va même plus loin que ça, elles sont enfouies dans la membrane lipidique de la cellule. Ceci a été démontré par association physique, mise en évidence. Et en étant enfouies, et donc les éléments qui sont ici, quand ils sont cachés, ce qui est encore une fois plus fort que ce qui est sur cette image, en étant enfouis, ils ne peuvent pas être activés, ils ne peuvent pas être phosphorylés par la kinase LCK, et de ce coup, ils ne peuvent pas transmettre de signaux d'activation. Donc, l'enfouissement des régions intracytoplasmiques des molécules CD3 et spécifiquement de CD3 zeta protège
le lymphocyte T contre une activation inappropriée qui surviendrait par la probabilité d'un contact qui serait un peu plus fort avec une cellule présentant l'antigène. C'est un système de protection, comme en anglais, de safety catch model, et ça repose sur des interactions de charge entre négatives sur les molécules CD3 et la membrane, la région intracellulaire de la membrane. C'est uniquement des questions de charge qui se modifient ensuite lors de l'activation de ces molécules. Donc on a vu les principes quantitatifs et qualitatifs par lesquels un antigène était capable d'activer un lymphocyte T par fixation avec le TCR, les questions résolues et les questions non résolues. Et maintenant, on va évidemment compliquer un peu les choses, j'en suis désolé. D'ailleurs, je l'ai déjà un tout petit peu compliqué en parlant tout à l'heure des molécules CD4 et CD8, mais le TCR n'est pas seul. S'il n'y avait que le TCR à la surface des lymphocytes T, nos lymphocytes T ne s'activeraient jamais. Donc le signal dont on vient de parler, le recrutement de LCK, la polymérisation, la liaison à l'actine, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? On l'observe. Pourquoi? Je ne sais pas si on peut répondre à la question pourquoi, mais on observe que ce n'est pas suffisant. Et qu'une série d'autres molécules membranaires, qui sont transmembranaires, on va les voir dans un instant, qui sont présentes à la surface des lymphocytes T, entrent en liaison avec des ligands qui sont présents à la surface des cellules présentant l'antigène, et que ces interactions moléculaires vont également transmettre des signaux aux lymphocytes T, et que ces signaux vont agir en synergie, schématiquement en synergie avec ceux délivrés par le TCR pour que l'activation se fasse. Les molécules très importantes sont celles qui sont montrées ici, qu'on appelle B7-1 en particulier, ou B7-2, mais surtout B7-1. Vous avez une vision ultra simplifiée, évidemment réduite à peu de choses d'un lymphocyte T naïf. Il est tellement réduit qu'il n'a même plus son TCR. Il n'a plus qu'une molécule, qui est une molécule de coactivation qui s'appelle CD28, qui est présente à l'état basal sur tous les lymphocytes T, enfin presque tous les lymphocytes T, au repos et lorsqu'ils s'activent. Et à gauche, à droite, excusez-moi, à droite en jaune, orange, là, vous avez une cellule dendritique, une cellule présentant un antigène immature, avant qu'elle soit infectée ou en contact avec des produits d'origine microbienne. Elle exprime une certaine molécule, au violet, là, B7-2, qui est un ligand de CD28. Okay. Mais ça, c'est la situation avant mise en jeu d'une réponse immune. Au moment d'une infection, donc la cellule présentant l'antigène, je vous renvoie au cours de la semaine dernière, la cellule présentant l'antigène, la cellule dendritique, donc, va digérer, entre guillemets, des extraits de microbes, soit parce que cette cellule est infectée elle-même, soit par les phénomènes dits de présentation croisée, dont vous a parlé Sébastien Amigorena, pour ceux qui étaient là. Et cette cellule va se modifier. Et une des modifications, parmi bien d'autres, de la cellule dendritique, c'est le fait qu'elle va se mettre à exprimer, donc son programme de transcription de gènes se modifie, et une des molécules ainsi induites s'appelle B7-1, qui ressemble beaucoup à B7-2, mais elle est un peu différente. Et B7-1, c'est un autre ligand de CD28. Et l'interaction entre B7-1 et CD28, qui s'ajoute à celle qui n'est pas montrée là, mais je vous ai montré abondamment sur les diapos précédentes, c'est-à-dire l'interaction entre le TCR et le MHC présentant le peptide, cette interaction-là est également nécessaire, elle est quasiment indispensable. Si elle n'a pas lieu, mais imaginez un lymphocyte dont il n'y a plus CD28, on peut faire des souris knockout où il n'y a plus la molécule CD28, étudier les lymphocytes qui n'expriment pas CD28, ils ne s'activent pratiquement pas. Donc le signal induit par l'interaction B7-1, B7-2 avec CD28 est indispensable, en gros, à l'activation des lymphocytes en addition au signal qui est apporté par la reconnaissance de l'antigène et dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et cette affaire-là, elle est plus compliquée que ça, parce que et ça va être malheureusement de plus en plus compliqué. On va revoir tout à l'heure cette image encore, qui est l'organisation de la membrane du lymphocyte T. En dessous, c'est le lymphocyte T. Il y a des tas de molécules ici qui interviennent, qui vont être des molécules de signalisation. Il y en a que vous connaissez maintenant, si pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cela avant. Le TCR, bien sûr, les molécules CD3, c'est les 3 états. Donc c'est cette molécule qui se replie avant de s'activer. LCK, la kinase LCK associée à CD4 ou CD8, tout ça, je vous ai déjà raconté. CD28, on le retrouve ici, donc qui se lie à BZ. Certaines molécules et d'autres vont être dans une zone centrale. On va revoir cette diapo tout à l'heure pour une autre raison. Mais vous voyez qu'il y a d'autres molécules à la surface, notamment une ici. Pour l'instant, on ne va parler que de celle-là, LF1. Cette molécule bleue, elle est formée de deux chaînes qui sont de tailles différentes. Et ces molécules jouent un rôle très important dans l'adhésion. Ça va permettre que le lymphocyte adhère fermement à la cellule présentant l'antigène. Donc,
ça réduit le risque que les cellules se détachent à un moment ou à un autre. Et il est très important que ces molécules soient présentes. Si elle n'est pas là, l'activation se fait moins bien. Et elles sont présentes à relative proximité de la zone où sont les TCR lors de l'activation. Et alors, ouvrez bien les yeux, parce que là, vous allez avoir un petit choc. C'est que les choses sont légèrement plus compliquées que ça, encore. Ici, vous avez une vision probablement pas loin d'être exhaustive de toutes les molécules membranaires qui sont exprimées à la surface d'un lymphocyte à droite. Donc ici, on a une vision gauche-droite. Gauche, en bleu, la cellule présentant l'antigène. Toujours la même histoire. Hein. Et à droite, le lymphocyte T. Donc en haut, tout va bien, c'est le TCR, le MHC et le peptide. Donc ça, maintenant, on en a parlé 50 fois. Les choses sont claires. Peut-être, CD28, je vous en ai parlé. CD28 interagit avec B7-1, B7-2. Mais ensuite, il y a tout le reste. Donc on ne va pas entrer dans les détails. Mais toutes ces molécules, à des degrés divers, CD27, HVEM, LIGHT, CD40 ligand, 4,1-BB, etc., 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 ont un ligand à la surface des cellules présentant l'antigène, qui très souvent, ligand est induit lors de l'activation des cellules présentant l'antigène par une infection. Donc c'est la façon dont l'immunité innée programme une réponse d'immunité adaptative. Ça, on y reviendra à un dernier cours. Et ces signaux-là vont avoir un rôle pour spécifier tel ou tel type d'activation des fonctions effectrices des lymphocytes. Donc la prolifération, ça c'est commun à tous les lymphocytes. La production de tel ou tel type de cytokines, je vous rappelle TH1, TH2, TH17, etc. Les fonctions cytotoxiques pour les cellules CD8, la fonction de la mémoire et la survie. Donc les combinaisons variables de toutes ces interactions moléculaires vont faire qu'un lymphocyte va entrer dans ces programmes de différenciation et exercer ces réponses immunes effectrices. Vous commencez à imaginer la complexité relative d'avoir une vision intégrée de toutes ces réponses, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Que ces molécules soient importantes, on peut le démontrer, parce qu'il existe d'une part, l'expression de ces molécules a été inactivée dans à peu près tous les modèles possibles chez la souris, donc on peut observer ce qui se passe quand telle ou telle molécule est absente, est-ce que les réponses immunes se font, jusqu'à quel point, quel type de réponse effectrice, et même chez l'homme, les petites flèches rouges ici vous indiquent des molécules, c'est des 40, c'est des 40 ligands, c'est des 27, ICOS, OX40, SLAM, ou quelque chose qui est associé à SLAM, dont des molécules qui sont mutées génétiquement chez des patients qui ont des déficits immunitaires héréditaires. Donc, situation extrêmement rare, mais qui sont très informatives sur l'importance des molécules. Donc, des individus qui ont, par exemple, un déficit, sont incapables d'exprimer la molécule CD27, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont été identifiés. Donc, des individus dont les lymphocytes n'expriment pas CD27 ont des réponses T en partie qui sont ineffectives, et par exemple, sont des individus qui sont à haut risque de faire des infections virales très graves, y compris des infections virales mortelles. Donc ceci démontre, malheureusement de façon assez dramatique, que certaines de ces molécules, CD27 ou CD40 ligands qui jouent un rôle dans l'activation des lymphocytes contre plusieurs types de micro-organismes, sont absolument essentielles dans les réponses immunes. Et vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 aujourd'hui pour lesquelles on connaît des pathologies humaines, monogéniques, rares. Mais ce n'est pas exclu que si je répétais ce cours un jour, il n'y aura pas 6 flèches, mais 10, 15, 20 ou 30. Probablement. Toutes ces molécules sont importantes, mais la limite de ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas capable d'intégrer complètement, avoir une vision globale de la fonction de toutes ces molécules. Une par une, on est capable de définir une fonction, mais on n'est pas capable d'avoir une vision intégrée à ce jour, en tout cas pas complètement. Néanmoins, on peut commencer à faire des espèces de circuits électriques même, ça suffit, qui montrent que, que ces molécules s'associent dans la transmission de signaux d'activation. Vous avez certaines des molécules qui étaient sur la diapo précédente, par exemple CD30, il doit bien être quelque part, il est là, par exemple, peu importe, c'est certaines il y a une sélection pour simplifier un tout petit peu les choses. À nouveau, vous avez le TCR. Là, vous avez des voies de signalisation dont je n'ai pas encore parlé, il y a plusieurs types de signalisation qui ont des effets différents nécessaires à la différenciation des lymphocytes dans leur fonction effectrice, qui vont être l'activation de kinases et de facteurs de transcription. mTOR, R1, R2 sont des kinases, NFAT, ce sont des facteurs de transcription. Mais interviennent aussi, comme vous le voyez, on va prendre un exemple, parce que sinon ça deviendrait rébarbatif, et pour moi aussi. Par exemple, 4,1-BB. 4,1-BB active des molécules qu'on appelle TRAF, TRAF1, TRAF2, TRAF3, qui sont très très bien définies, et que par le via de cascade de transmission de signaux, on peut suivre les flèches, et par exemple le fait que
ces voies-là vont activer une kinase ici qui s'appelle la protéine kinase C-θ, une autre kinase qui s'appelle AKT, une phospholipase qui s'appelle PLC-gamma, ou des petites protéines qui s'appellent RAS, qui sont impliquées dans d'autres types de signalisation. Oui, il y a une coordination et un renforcement des signaux d'activation entre ceux qui proviennent du TCA et des molécules CD3 et ces différentes molécules, et ceci de façon très variable et complexe. Évidemment, on ne va pas entrer dans les détails de tous ces signaux qui ne sont d'ailleurs pas complètement définis, qui sont beaucoup plus compliqués que ce qui est indiqué là. Peut-être Bernard Malissen vous en parlera tout à l'heure. Mais les événements interviennent sous forme d'addition, de synergie, de boucles de contrôle, et avec des systèmes qui ne sont pas totalement définis aujourd'hui. Mais allez vite, la coactivation est une vraie coactivation, autrement dit. Voilà. Donc on a parlé de la co-stimulation. On va parler d'un autre événement important, plus qui est assez intéressant parce qu'il est visuel. Donc c'est une façon d'imager ce qui se passe lors de l'activation d'un lymphocyté. C'est le fait que se forme donc entre la cellule présentant l'antigène et le lymphocyté une synapse. Donc il y a une organisation moléculaire intercellulaire qui ressemble un peu, je l'ai dit tout à l'heure en commençant ce cours, aux interactions qui se passent dans le système nerveux. Les synapses dans le système nerveux, naturellement, chacun en connaît l'existence, mais là, c'est un événement transitoire. Oups, excusez-moi. Je vous ai déjà montré cette diapo. Cette diapositive vous montre une organisation moléculaire de ce qui se passe dans la zone de contact. Il faut imaginer que ce qui est un peu en jaune pâle, au milieu, là, dans ce qui est marqué dans cette accolade C-SMAC, c'est la zone centrale de la synapse. Donc, imaginez qu'en bas, c'est le lymphocyté, en haut, c'est celui présentant l'antigène. Autour, il y a une autre, donc c'est là où il y a les molécules des récepteurs T pour l'antigène et les molécules d'activation, dont certaines je vous ai déjà parlé et d'autres pas encore. Autour, en bleu, imaginez, c'est une cocarde, vous allez la voir tout à l'heure, vue de la cellule présentant l'antigène, c'est une cocarde. Donc la zone centrale ici, autour une zone bleue, sur mon dessin, et qui contient notamment les molécules d'adhésion. On appelle ça le périphéral, le supramolecular organization center, le centre d'organisation supramoléculaire de la synapse. Et encore autour, une zone ici en rouge, où sont exclues des molécules qu'on ne veut pas avoir dans la zone de contact parce qu'elles gêneraient le contact. Donc il y a une organisation en cocarde, schématiquement, de la zone de contact qui est extrêmement précise sur le plan moléculaire. Et on va voir que c'est encore un peu plus compliqué que ça dans un instant, où les molécules de signalisation qui vont permettre l'activation des cellules se retrouvent plutôt dans la zone centrale. Image de cela, qui sont un travail d'une collègue qui à un moment était chez nous et qui est à l'Institut Curie, qui s'appelle Claire Yves-Rose, qui ici visualise un lymphocyté, il est là, et une cellule dendritique qui est allongée là. Donc selon ce trait-là, c'est la zone de contact ici, entre le lymphocyté et la cellule dendritique, dans une situation de reconnaissance d'un antigène. Okay, donc c'est la vraie vie de l'activation de ce lymphocyté par la cellule dendritique. Donc il y a plusieurs marquages ici et qui vous montrent certains des aspects, pas tous, de l'organisation des choses. Si on avait marqué le TCR, ce qui n'est pas le cas sur la diapo telle qu'elle est là, on le verrait dans cette zone-là, qui correspond à cette zone-là, qui est la zone de contact entre le lymphocyté et la cellule dendritique qui est en dessous. Mais on ne l'a pas ici, mais croyez-moi, il serait là. En rouge, ici, c'est l'alpha-tubuline. L'alpha-tubuline, elle marque notamment une région très importante des cellules qu'on appelle le centre d'organisation des microtubules, qui organise la façon dont le cytosquelette des cellules se met en place. Et il y a le centriole. Et vous voyez qu'il vient très proche de la synapse. Et en vert, ici, vous avez un produit de la réponse immune, c'est la production d'interféron gamma, une des cytokines qui peuvent être produites par les lymphocytes. Et avec l'interféron gamma, il n'est pas produit n'importe où, il est produit dans la zone de contact, juste au-dessus. Là, ça, c'est une vue orthogonale, mais c'est la même chose que cela, juste dans la zone synaptique. Donc là, la synapse, elle est définie par le fait que, encore une fois, il y aurait le TCR si je vous l'avais montré, mais je ne vous le montre pas. Il y a une réorganisation du cytosquelette autour des centrioles qui sont juste sous la zone synaptique, et dans la zone de synapse, de façon non pas donc diffuse autour de la cellule, mais dans la zone de contact avec les cellules présentant l'antigène, la production d'interféron gamma. C'est vrai pour certaines cytokines, ce n'est pas vrai d'autres. Mais c'est une façon de visualiser cette interaction. Ici, vous avez la phalloïdine marque l'actine polymérisée. Et vous pouvez voir, c'est intéressant sur la coupe orthogonale, vous la voyez ici en bleu, qu'elle est présente tout autour, on a l'impression qu'elle dessine une espèce d'assiette, presque, parce que on considère que c'est plat, en tous les cas de réceptacle, où se trouve la synapse, donc les filaments d'actine entourent cette zone synaptique.
une autre image ici. L'orientation est différente, mais c'est le même principe. À gauche, une cellule dendritique, DC, à droite, un lymphocyte T, donc la zone de contact. Et ici, on voit deux autres molécules. Délibérément, j'ai choisi une molécule CD43 qui est une des molécules exclues. Je reviens en arrière. CD43 est là. C'est dans la zone qui n'est pas en contact. C'est une de ces grandes molécules très, très hautes et qui est plutôt un obstacle aux interactions entre la cellule présentant l'antigène et le lymphocyte. Donc elle est exclue de la zone synaptique. Elle est en périphérie. Et de fait, CD43 en rouge ici. Vous voyez, la synapse, elle est juste entre les... Pardon, elle est là, excusez-moi. On voit du rouge à peu près tout autour de la cellule, sauf dans cette région-là, c'est-à-dire celle-là, en contact avec la cellule dendritique. À l'inverse, une des molécules d'activation, parmi les très nombreuses dont je vous ai listé tout à l'heure, des molécules, des corécepteurs d'activation, CD40 ligand, c'est un exemple à nouveau, mais vous voyez qu'elles se concentrent dans la zone de contact. Donc le vert et le rouge sont complètement séparés en vue d'en face, et qu'il n'y a pas de mélange de vert et de rouge. Donc il y a une organisation extrêmement précise des compartiments moléculaires avec les molécules nécessaires à l'activation dans la zone synaptique centrale et les autres molécules rejetées en périphérie. En fait, c'est encore plus compliqué que ça, mais intéressant sur un plan dynamique. C'est ce qu'essaie de vous montrer cette diapositive. Également, la vision dynamique, évidemment, il n'y a pas une image statique, un lymphocyte T en contact avec une cellule présentant l'antigène. On part d'une situation où il n'y a pas de contact, un contact extrêmement labile et un contact qui va devenir plus ferme du fait de la reconnaissance de l'antigène. Donc la situation de départ, c'est un lymphocyte T qui est en train de bouger, il est là, donc il bouge, il se dirige de cette façon-là, il a la partie, le leading edge, donc la partie qui est en tête de la cellule, qui est une espèce de prolongement, et puis ensuite, là, en blanc, c'est le noyau, donc c'est une vision latérale du lymphocyte. Et tant qu'on a un contact mobile, on appelle ça, les immunologistes qui adorent les noms de toutes sortes, appellent ça une synapse. Donc c'est une synapse qui bouge, schématique. Bon, bref, synapse. Donc dans cette synapse, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Dans la zone de contact, où il y a une reconnaissance d'antigènes, vont commencer à se concentrer les microclusters dont j'ai parlé de molécules de TCR, associées à LCK, CD4 et d'autres molécules. Donc ça fait cette espèce de petite gouttelette verte, entre guillemets. Et progressivement, donc la cellule T va se stabiliser. Imaginez qu'en noir, ici, c'est la surface de la cellule présentant l'antigène. Elle va se stabiliser, se réorganiser de façon à peu près symétrique. Et les gouttelettes vertes, entre guillemets, ce ne sont pas des gouttelettes, elles ne sont pas vertes, les microclusters qui contiennent les TCR, en contact avec les peptides MHC, vont aller vers la zone centrale et organiser progressivement cette synapse dite mature, où on a donc plusieurs zones en cocarde, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et il est intéressant de voir que dans la zone jaune, ici, jaune pâle, on a les régions, c'est la région où sont les molécules d'adhésion. La région ocre, donc la bordure ici, assez fine, c'est la région où sont les molécules d'activation. Et de façon assez surprenante, et un peu contre-intuitive, tout à fait au centre de la synapse, c'est là où vont s'accumuler les molécules de TCR, mais à une phase où il va y avoir une endocytose de ces molécules à l'intérieur de la cellule, et c'est une zone non active. En fait, c'est une zone où il y a une déactivation. Donc l'activation, elle se fait sur la zone frontière ocre ici. Donc il y a un mouvement centripète d'association de ces microclusters jusqu'à un moment où ils arrivent dans une zone où ils vont être endocytés et ne sont plus fonctionnels. Donc c'est extraordinairement dynamique. Et ça, c'est une vision latérale des choses qui permet de voir l'organisation du cytosquelette qui joue un rôle très important dans cette réorganisation, avec les filaments d'actine. L'actine se polymérise et s'écarte. Donc la cocarde, si vous voulez, progressivement s'agrandit dans la zone de contact, la formation de la synapse. On est à ce stade-là. Et ensuite, il y a une contraction, donc un mouvement inverse, ce sont les flèches blanches, qui vont permettre le mouvement des clusters d'activation vers la zone centrale et ensuite leur déactivation. Et sur des films, on voit ces images extrêmement rapides et dynamiques et des événements successifs, activation, déactivation, définis dans des zones anatomiques distinctes dans la synapse immunologique. Voilà pour la synapse. Alors on arrive aux voies de signalisation, plus qu'un quart d'heure. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Une fois qu'il y a eu ces contacts, qu'il y a eu donc les modifications de configuration, l'activation de LCK, des phosphorylations de molécules associées au TCR, qui sont les molécules CD3, avec cette dynamique de regroupement au sein de la synapse. Qu'est-ce qui va se passer après? Puisque le après, ce sont tous les événements qui vont prendre quelques heures, qui vont permettre la production de cytokines, je vous en ai montré 2 ou 3 exemples, qui vont permettre la prolifération des cellules,
qui vont permettre les modifications considérables associées à la prolifération. On va en reparler ensuite quelques minutes, si j'ai le temps. Bref, toutes les étapes finales qui permettent à ce que ces lymphocytes deviennent des cellules effectrices, cytotoxiques, productrices de cytokines, etc., etc. Donc là, il y a une série de voies de signalisation dont la description complète n'est certainement pas terminée et l'intégration encore moins, mais on peut en évoquer quelques-unes. Donc voici une situation. On ne voit plus la présentation du peptide, mais imaginez qu'au-dessus, il y avait le peptide et le MHC. Voici mon TCR, et là, il est présenté sous forme d'un monomère, mais je vous rappelle qu'il est en fait sous forme de cluster, et ce sera un peu compliqué de dessiner tout. Donc, il y a eu recrutement d'une molécule CD4 ou CD8, en fonction du fait qu'il s'agit d'un TCD4 ou d'un TCD8. LCK à proximité du TCR. La kinase LCK va phosphoryler, donc partout, tous les petits P, il y a une ribambelle de petits P, parce qu'LCK phosphoryle en plusieurs endroits ces fameuses molécules CD3. Le fait que ces molécules CD3 dans des régions précises qu'on appelle les séquences ITAM, qui sont répétées, on les retrouve de façon séquentielle dans les régions intracytoplasmiques des molécules CD3, soient phosphorylées, devient un piège, entre guillemets, pour une autre kinase qui s'appelle ZAP70. ZAP70, ça veut dire zeta associated protein, parce que ça s'associe notamment à la chaîne CD3 zeta, qui est la plus profonde ici dans la cellule. Donc ZAP70 s'accroche, et à ce moment-là, ZAP70 va être phosphorylé par LCK. Donc on a mise en jeu d'une deuxième kinase, il y en a même une troisième et qui est moins importante. Et ZAP70, une fois que cette enzyme est accrochée au récepteur T pour l'antigène, va elle-même, phosphoryler d'autres protéines et qui vont constituer une espèce d'échafaudage autour d'une protéine qui s'appelle LAT. J'ai le monsieur Malissen qui arrive et absolument l'homme de la situation, parce qu'il va sûrement vous parler de LAT tout à l'heure, qui va permettre de recruter un noyau de protéines qui vont ensuite, je ne vais pas entrer dans les détails, dedans il y a des kinases comme la phospholipase C gamma 1, d'autres, et qui vont avoir une série d'actions. Par exemple, cette protéine ADAP qui a été recrutée donc, sur l'échafaudage. Imaginez cette vision évidemment très schématique d'échafaudage. Cette protéine ADAP va agir sur d'autres protéines et qui va avoir pour conséquence de modifier la capacité des molécules d'adhésion. Je vous en ai dit un mot tout à l'heure à propos d'une molécule qui s'appelle LF1. Va modifier la capacité de cette molécule d'adhésion en augmentant son affinité et en fait aussi son avidité en les regroupant pour ces ligands et donc favoriser l'adhésion, autrement dit, de lymphocyte T à la cellule présentant l'antigène. Donc c'est une des fonctions impliquées ici. D'autres voies vont entraîner la réorganisation du cytosquelette d'actine, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis vont être activés une série d'événements biochimiques très rapidement. Ça se passe à l'échelle de quelques secondes ou dizaines de secondes, et notamment une action de phospholipase C gamma 1 sur des phospholipides membranaires qui sont inscrits ici dans la membrane, libérés par une substance qui s'appelle l'inositol triphosphate. Et cet inositol triphosphate va permettre un événement dont je vous ai déjà dit un mot tout à l'heure, qui est une pénétration, qui n'est pas montrée ici, mais de calcium, une augmentation très rapide et très forte de la concentration intracytoplasmique de calcium. Et cette augmentation de la concentration intracytoplasmique de calcium va permettre d'activer, via une enzyme dont je vous fais grâce, un complexe transcriptionnel qui s'appelle NFAT. Donc c'est un des événements importants qui va permettre, par migration de ces facteurs de transcription dans le noyau, de modifier des programmes de transcription de gènes permettant la synthèse de protéines importantes pour les événements qui vont suivre, production de cytokines, division cellulaire, etc. etc. Un autre événement associé, vous voyez on ne va pas tous les décrire pour ne pas être trop long, mais par exemple, un produit de la réaction induite par la phospholipase C gamma 1, dans le clivage de ces phosphoinositodes 4, 5, P3, c'est de libérer P2, inositol triphosphate, dont j'ai déjà parlé, et une autre molécule lipidique qui s'appelle le diacylglycérol. Le diacylglycérol membranaire va activer une autre enzyme qui s'appelle protéine kinase C, qui lui-même, à travers d'autres étapes, va permettre, il y a beaucoup d'autres événements intermédiaires derrière cette petite flèche, l'activation d'un complexe de facteurs de transcription qui est différent de NFAT. Celui-là, il s'appelle NF-kappa-B. Et à nouveau, ce complexe, une fois activé, est capable de migrer dans le noyau et d'être mis en jeu dans des programmes de transcription d'autres gènes. De la même façon, vous voyez qu'il y a encore un troisième programme transcriptionnel qui est mis en jeu. Donc c'est l'intégration de ces signaux qui permet toute une série d'événements secondaires nécessaires à la mise en jeu des fonctions effectrices des lymphocytes. Donc il y a une cascade d'événements qui sont
schématisées ici, qui sont inscrites dans le temps et avec des boucles d'intégration et de rétrocontrôle dont je vous fais grâce ici et qui ne sont pas forcément tous connus aujourd'hui, mais qui sont toutes initiées par les événements dont on a parlé en abondance au préalable, de reconnaissance d'antigènes par le TCR. Je vais vous faire grâce de ça, juste pour vous dire encore un tout petit mot sur une des conséquences de cette signalisation, à côté des événements que sont les fonctions effectrices dont on a déjà parlé la dernière fois, la différenciation en cellules produisant l'interféron gamma ou l'interleukine 4 ou les interleukines 17, etc., ou les fonctions cytotoxiques, qui est le phénomène d'adaptation métabolique. Je vous ai déjà dit un tout petit mot au début du cours. Schématiquement, un lymphocyte T au repos est une cellule qui a besoin de peu d'énergie, et ce peu d'énergie qui est nécessaire pour, en gros, la maintenance de ses fonctions, de façon un tout petit peu schématique, sa survie, une division très très lente de ces cellules, provient on brûle des graisses. Nous brûlons des graisses dans les mitochondries de nos lymphocytes. On utilise en très petite quantité du glucose, mais surtout on brûle des graisses. Et éventuellement, on transforme un peu d'acide aminé. Et les mitochondries jouent un rôle central de cette affaire pour produire le peu d'énergie nécessaire, l'ATP. Donc c'est une situation où le peu d'énergie nécessaire à la maintenance de ces cellules provient du processus dit de phosphorylation oxydative, donc qui est ce qui se passe, le cycle de Krebs, etc., au sein des mitochondries. Lorsqu'un lymphocyte T s'active, ou un lymphocyte B également aussi, donc la résultante va être, vous l'avez vu déjà tout à l'heure, une augmentation considérable du volume de la cellule, qui deviennent dites blastiques. Donc ça implique ces événements de modification de volume qu'il y ait une augmentation considérable du nombre de molécules, protéines, lipides qui soient présents. Et donc la surface, c'est évidemment intuitif que la quantité de membrane nécessaire pour la surface de la cellule ainsi que les compartiments intracellulaires doit augmenter considérablement. Donc la cellule doit fabriquer en masse des phospholipides, doit fabriquer en masse des acides nucléiques pour la réplication de l'ADN, pour la synthèse d'ARN notamment, et synthétiser des protéines, en sachant que ces cellules se divisent extrêmement rapidement une fois qu'elles sont engagées dans un processus d'activation de l'ordre d'une division cellulaire chaque 6 heures. Donc vous voyez, forcément, une cellule qui est dans cette situation-là ne peut pas avoir le même comportement énergétique qu'une cellule au repos, parce qu'au lieu, par exemple, de brûler des graisses, elle fabrique des graisses. Donc vous imaginez que c'est un changement complet du métabolisme de ces cellules. Donc il y a des adaptations moléculaires qui se produisent sous la signalisation par le TCR, et notamment la molécule CD28 dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va revoir ça dans une diapo encore, qui vont faire que les cellules, au lieu de brûler des graisses dans les mitochondries, vont faire ce qu'on appelle la glycolyse, c'est-à-dire utiliser le glucose dont l'entrée dans les cellules va considérablement augmenter. Simplement, le récepteur au glucose de la surface des cellules va être exprimé beaucoup plus par un lymphocyte activé. Donc les cellules vont absorber du glucose, vont le dégrader en pyruvate et en lactate et produire de l'énergie ainsi nécessaire à toutes les synthèses indispensables à l'augmentation de taille des cellules, à la division des cellules. Donc il y a une extraordinaire modification du métabolisme dont je vais vous faire grâce dans les détails. Je vais vous passer ça, sinon ça sera trop long. Excusez-moi une seconde. Voilà, excusez-moi. Et schématiquement, on va s'arrêter à peu près avec ça, on peut partir de cela. Si vous avez déjà vu cette image tout à l'heure, où on a une série de signaux d'activation qui proviennent de l'activation d'un lymphocyte, le TCR, certaines molécules d'activation, et une des voies clés de cette adaptation métabolique, ce n'est pas la seule, repose sur la mise en jeu d'une enzyme qui s'appelle la phosphatidyl 3 kinase, qui elle-même, en activant une autre enzyme qui s'appelle AKT, va agir sur une protéine ici qui est très importante. En fait, il y en a deux qui s'appellent TOR. Et ces molécules TOR, elles vont complètement modifier la façon dont les protéines mises en jeu dans les différentes voies énergétiques que j'ai mentionnées il y a un instant, la glycolyse, l'utilisation aussi de la glutamine comme source d'énergie, sont mises en jeu. Et donc, elles jouent un rôle majeur. Et sachez qu'il y a une application médicale de cela, qui était initialement fortuite, c'est qu'il y a des immunosuppresseurs qui sont utilisés aujourd'hui couramment dans le traitement de maladies auto-immunes ou la prévention ou le traitement de rejet de greffe, qui ciblent ces molécules mTOR et donc qui bloquent l'adaptation métabolique des lymphocytes. Je dis les choses de façon un tout petit peu schématique. Mais en bloquant cette molécule, ils inhibent... Ah oui, c'est trop loin pour aller le chercher maintenant. Tant pis, allez, je vais le voir, on y va quand même. Juste que j'espère que ça soit à peu près clair. Voilà. Ils inhibent toutes ces modifications, pas toutes, mais une grande partie de ces modifications énergétiques,
Et si ces modifications ne se produisent pas, le lymphocyte T et d'ailleurs le lymphocyte B aussi ne peuvent pas se diviser, ne peuvent pas s'activer. Donc on comprend qu'il s'agisse d'un agent immunosuppresseur puissant. Et juste pour terminer, excusez-moi, c'est ça que je voulais vous montrer. Non, je vais dans le mauvais sens. Donc cette voie-là, parmi d'autres, joue absolument un rôle fondamental dans l'adaptation métabolique des cellules au moment de l'activation, donc qui sont consubstantiels de l'activation des cellules. Et cela passe aussi par un facteur de transcription. Il y a à la fois des modifications qui sont de l'ordre du post-transcriptionnel, donc des adaptations de protéines, mais aussi transcriptionnelles avec l'activation d'un facteur de transcription qui s'appelle CEMIC, qui va induire l'expression des gènes de la glycolyse, le gène qui permet d'utiliser la glutamine et les transporteurs de glutamine. Donc mettre en jeu une série d'événements, je vais vous faire grâce de ceux qui suivent, qui sont des adaptations du même type, qui permettent au moment de l'activation des lymphocytes leur activation et leur permettant les processus que je vous ai décrits tout à l'heure, qui sont schématisés ici, et je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Donc les signalisations par le TCR et les cosignaux, CD28 et bien d'autres, on en a vu qu'il y en avait beaucoup, et utilisés de façon variable en fonction des circonstances, induisent parmi d'autres événements l'activation des molécules mTOR, notamment mTORC1 et CEMIC, et qui vont favoriser, je me répète, mais ça sera ma conclusion là-dessus, l'ingestion de glucose, l'ingestion de glutamine, l'utilisation du glucose jusqu'à la glycolyse et la production d'acide lactique comme source d'énergie, l'utilisation de la glutamine, la glutaminolyse, et donc parmi d'autres réactions, ces deux fonctions-là sont absolument essentielles et indispensables à la synthèse des phospholipides, des protéines, de l'ADN et de l'ARN, et donc aux événements de différenciation en cellules effectrices et la prolifération cellulaire. Si je n'avais pas été trop long et trop bavard, je vous aurais montré une maladie génétique très rare chez l'homme, où il y a en fait un défaut d'adaptation métabolique des lymphocytes. Et le défaut primitif d'adaptation, qui est évidemment une maladie exceptionnelle, mais l'incapacité des lymphocytes de ces individus qui ont une mutation d'un certain gène font que ce système ne fonctionne pas. Et s'il ne fonctionne pas, c'est-à-dire que les cellules qui sont pourtant présentes, pourtant capables de reconnaître les antigènes, ne se divisent pas et sont incapables d'engendrer une réponse immune efficace contre un microbe, source évidemment d'ennuis sérieux en termes d'inefficacité et donc de vulnérabilité à l'égard de toutes sortes de pathogènes. Donc il y a un lien absolu entre ces fonctions qui ne sont absolument pas spécifiques aux lymphocytes, mais qui se modifient en fonction de l'activation de ces cellules et l'efficacité d'une réponse immunitaire. Voilà, je vais m'arrêter là, ce qui va permettre à Bernard Malissen de s'installer tranquillement. Et pendant ce temps-là, si vous le souhaitez, je peux répondre à quelques questions.